Mes parents divorcés ont installé des caméras dans chaque pièce de leur maison respective, y compris dans les salles de bain, pour nous filmer, nous les enfants, 24 heures sur 24. Chacun croyait que l'autre nous montait contre lui dans le cadre de leur bataille pour la garde. Ma mère m'obligeait à laisser la porte de la salle de bain ouverte pour que la caméra du couloir puisse me filmer en train d'uriner, pendant que mon père documentait chaque moment où j'avais l'air déprimé. Puis, quand les services sociaux nous ont retirés de chez eux, notre tante Catherine nous a recueillis. Mais je l'ai entendu dire à l'avocat de mon père, j'ai assez d'images d'eux en train d'agir violemment maintenant, car elle était payée pour mettre en scène des incidents et nous faire passer pour des enfants perturbés devant le tribunal. Ma mère et mon père avaient installé des caméras dans leur maison pour enregistrer chacun de nos mouvements. Ils pensaient chacun que l'autre nous retournait contre lui. Au début, ils enregistraient nos appels téléphoniques et nous faisaient répéter les méchancetés que l'autre parent avait dites. Ils faisaient écouter ces enregistrements à leurs avocats, pendant qu'on restait assis là, mort de honte. Quand mon frère Jake a dit que le nouveau petit ami de maman avait l'air gentil, papa l'a forcé à rappeler maman pour dire qu'il ne se sentait pas à l'aise avec lui. Mais papa disait qu'il voulait simplement nous protéger du fait que maman choisisse un inconnu plutôt que ses propres enfants. Il croyait sincèrement que toute bataille pour la garde se gagnait avec le plus de saleté possible sur son ex. À mes 13 ans, maman a annoncé un nouveau système. Toutes les pièces des deux maisons seraient désormais surveillées en permanence par des caméras connectées à un serveur cloud auquel les deux parents auraient accès. Elle a présenté ça comme quelque chose de raisonnable, une question de transparence, de coparentalité, de respect de l'accord de garde. Puis elle a expliqué que les deux parents consulteraient les vidéos quotidiennement. Papa a installé ses caméras ce week-end-là. Du jour au lendemain, chaque seconde de notre vie était filmée et scrutée. Je ne pouvais pas pleurer parce que mes amis me manquaient sans que maman envoie un texto à papa pour dire que j'étais, émotionnellement instable, chez lui. Ma sœur Emma ne pouvait même pas jouer à la poupée sans que papa enregistre ça comme preuve que maman l'infantilisait. Quand Emma a eu ses règles et a discrètement demandé des serviettes hygiéniques à maman, la conversation était filmée. L'avocat de papa s'en est servi au tribunal pour dire que maman sexualisait Emma trop jeune en parlant de menstruation. J'ai commencé à développer de l'anxiété à l'idée d'exister dans l'une ou l'autre maison. Chaque geste était analysé par des parents qui passaient des heures à regarder les caméras. Maman m'envoyait des textos quand j'étais chez papa, j'ai vu que tu n'as pas mangé le déjeuner que j'ai préparé. Tu veux me faire passer pour une mauvaise mère? Papa appelait quand j'étais chez maman, pourquoi es-tu seule dans ta chambre? Tu caches quelque chose? Je voulais juste être un enfant normal avec des parents divorcés. Emma a recommencé à faire pipi au lit à cause du stress, mais on ne pouvait pas le cacher à cause des caméras. Les deux parents accusaient l'autre et soumettaient les images comme preuve que l'autre causait des dommages psychologiques. Leur guerre par caméras interposées s'intensifiait. Maman préparait des dîners ultra sains pour sa garde. Papa répondait avec des images de sorties luxueuses et de cadeaux coûteux. Chaque jour, une nouvelle performance était montée pour faire passer l'autre pour un parent indigne. Mais j'avais un plan. J'ai économisé l'argent de mes anniversaires pour acheter une bombe de peinture. Pendant 2 semaines, j'ai fantasmé sur la liberté que je pourrais retrouver sans les caméras. Je pourrais parler honnêtement avec mes frères et sœurs. Je pourrais pleurer sans créer de preuves. Mais Jake m'a surpris avec la bombe et l'a immédiatement dit à papa pour marquer des points. Une fois que papa a su que je comptais vandaliser les caméras, il a appelé maman, et pour la première fois depuis leur divorce, ils se sont unis. Maman a installé des caméras supplémentaires dans ma chambre pointées vers mon lit pour surveiller ma santé mentale. Papa a mis des caméras dans la salle de bain sous prétexte que je pourrais me faire du mal et avait besoin d'une surveillance constante. Ils m'ont fait arrêter mes activités extrascolaires parce qu'ils disaient ne plus pouvoir me faire confiance sans vidéosurveillance. Mes amis ont arrêté de m'envoyer des messages parce qu'ils savaient que leurs textos pouvaient finir dans un dossier au tribunal. Maman a appelé les autres parents pour leur dire que j'avais des tendances destructrices et qu'on ne pouvait pas m'inviter chez eux. Je ne pouvais même plus aller aux toilettes sans devoir faire semblant d'être normal devant une caméra. Mes parents m'écrivaient tous les deux dès que je passais trop de temps aux toilettes. Maman m'a obligé à laisser la porte ouverte pour que la caméra du couloir puisse me voir à l'intérieur. Quand ma prof a appelé pour savoir pourquoi je m'endormais en classe, maman lui a dit que j'étais en cours d'évaluation pour un trouble oppositionnel avec provocation. Papa a déposé une demande d'urgence pour obtenir la garde exclusive, avec des images de moi ayant l'air déprimé chez maman. Aucun des deux n'a mentionné que je ne dormais pas parce que je savais qu'il regardait les vidéos de ma chambre toute la nuit. Mais quand l'assistante sociale est venue pour l'évaluation, elle a demandé à utiliser nos toilettes. Elle a vu la caméra pointée directement vers les WC. Elle a immédiatement appelé sa superviseure. Le lendemain, les services de protection de l'enfance sont arrivés. Ils ont trouvé des caméras dans toutes les pièces, y compris des plans rapprochés de nos lits et des caméras dans les salles de bain, en violation directe des lois sur la vie privée de notre État. Maman a tenté d'expliquer que c'était pour documenter la garde. Papa a dit que c'était l'autre qui l'avait forcé. Mais les enquêteurs ont trouvé des milliers d'heures de vidéos montrant que nous vivions comme des prisonniers dans une expérience de surveillance. Ils nous ont interrogés séparément. Emma a éclaté en sanglots en parlant du fait qu'elle faisait pipi au lit, et que c'était filmé.
Jake a avoué qu'il avait commencé à se mutiler dans le petit angle mort derrière sa commode. J'ai parlé de la bombe de peinture, et dit que je préférais être placé en foyer que d'être filmé en permanence. Le juge a regardé un extrait de ces vidéos l'après-midi même. Il a vu Emma pleurer sous sa couverture pendant que nos parents s'envoyaient des textos avec les horodatage. Il a vu Jake murmurer, à l'aide, à la caméra. Il m'a vu fixer l'objectif, le regard vide, au lieu de faire mes devoirs. Les deux parents ont perdu immédiatement la garde. Nous avons été envoyés chez notre tante, tandis qu'eux étaient contraints à suivre une thérapie intensive sur ordre du tribunal. Sa maison nous a semblé sûre, pendant exactement 3 jours. Car un jour, je suis rentré plus tôt de l'école et j'ai entendu sa voix au téléphone, venant de son bureau. Oui. J'ai assez d'images maintenant. Les enfants me font totalement confiance. Quand voulez-vous que je commence à montrer des scènes où ils agissent violemment? Tout le sauvetage avait été une mise en scène. Je suis resté figé dans le couloir, mon sac à dos glissant de mon épaule. Les mots résonnaient dans ma tête. Des images, agir violemment. Ma tante nous filmait elle aussi. Mes jambes ont bougé avant que mon cerveau ne comprenne. J'ai reculé, fuyant la porte de son bureau, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Emma et Jake étaient à l'étage, en train de jouer aux jeux vidéo, totalement inconscients que notre refuge n'était qu'un autre piège. La porte s'est ouverte. Tante Catherine se tenait là. Le téléphone encore collé à l'oreille. Nos regards se sont croisés. Son expression douce et chaleureuse a vacillé, révélant une froideur glaçante. Elle savait que j'avais entendu. Sa main tremblait légèrement sur la poignée alors qu'elle abaissait lentement le téléphone. Aucune de nous n'a bougé. L'horloge grand-père dans le couloir faisait entendre ses tic-tac bruyants entre nous. « Tu as entendu combien ?» demanda-t-elle en avançant d'un pas, se plaçant entre moi et l'escalier, entre moi et mes frères et sœurs. Ma bouche se dessécha instantanément. Je me forçai à sourire, haussant les épaules comme si je venais juste d'arriver. « Désolé. Je viens de rentrer. Je ne voulais pas interrompre ton appel. » Ses lèvres dessinèrent ce même sourire doux qu'elle avait arboré quand elle était venue nous chercher au tribunal. Mais maintenant, je voyais la stratégie derrière. Elle n'était pas dupe. « Viens m'aider à préparer un chocolat chaud, dit-elle, sa voix toujours mielleuse. Tu as l'air frigorifié. » Je la suivis jusqu'à la cuisine. Que pouvais-je faire d'autre? Elle se déplaçait calmement, sortant des tasses et chauffant du lait. Je remarquai comment elle les plaçait sur le comptoir. Angle parfait pour la petite lentille qui brillait à la lumière, dissimulée dans le plafonnier. Cette transition doit être très difficile pour vous, dit-elle en mélangeant le cacao au lait. Après tout ce qui s'est passé avec vos parents. Je hochai la tête, fixant la vapeur qui s'échappait de la casserole. À sa surface, je vis un autre reflet, une autre caméra, cette fois dissimulée derrière le porte-épices. Jake. Emma. Réunion de famille, appela tante Catherine en direction de l'étage. Mon estomac se noua. J'entendis leurs pas au-dessus de moi, puis dans l'escalier. Lorsqu'ils apparurent dans l'encadrement de la porte, j'essayai de les avertir du regard. Quelque chose ne va pas. Ne lui faites pas confiance. Mais il semblait juste confus. Asseyez-vous, dit tante Catherine, en désignant le salon. Nous devons discuter de nouvelles règles de la maison. Nous entrâmes et nous installâmes sur le canapé. Mes yeux entraînés repérèrent immédiatement ce que je cherchais, de minuscules caméras dans les coins de la pièce, de la même marque que celles utilisées par nos parents. Ma poitrine se serra. Je veux que vous vous sentiez chez vous ici, dit tante Catherine en s'asseyant dans son fauteuil avec sa tasse. Mais chaque maison a besoin de règles. Première règle, plus de portes fermées. Je dois pouvoir vérifier que tout va bien, veiller sur vous. Emma remua à côté de moi. Je savais à quoi elle pensait. Elle faisait encore pipi au lit à cause du stress. Et maintenant, elle ne pourrait même plus se changer en privé. Deuxième règle, nous aurons des activités familiales obligatoires chaque soir, jeux de société, films, cuisine ensemble. Ce sera sympa, non? Jake hocha la tête par réflexe, mais je vis sa mâchoire se contracter. Tante Catherine observait attentivement nos réactions, les classant mentalement. Et troisième règle, je dois toujours savoir où vous êtes, pour votre sécurité, bien sûr. Bien sûr. Tout comme les caméras de nos parents étaient censées être pour notre sécurité. Cette nuit-là, j'attendis que la maison soit silencieuse pour sortir discrètement de ma chambre. Il fallait que j'alerte Jake. Sa porte était entr'ouverte, je le trouvais assis sur son lit, dans le noir. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche, chuchota-t-il avant même que je parle. Elle m'a posé plein de questions aujourd'hui pendant que tu étais à l'école. Si j'étais en colère contre maman et papa. Si j'avais déjà eu des pensées violentes. Un frisson glacial me parcourut. Elle préparait un dossier. Comme nos parents l'avaient fait. Il faut prévenir Emma, dis-je. On la trouva dans sa chambre, en train de pleurer silencieusement dans son oreiller. Les draps étaient humides. Elle leva les yeux vers nous, les yeux remplis de terreur. Je suis désolé, chuchota-t-elle. Ce n'est pas ta faute, dis-je en s'asseyant à côté d'elle. Emma, tante Catherine n'est pas celle qu'elle prétend être. Je pris un cahier et un stylo sur son bureau. Impossible de parler librement avec des caméras autour.
J'écrivis, elle nous filme aussi. Elle travaille avec l'avocat de papa. Le visage d'Emma se décomposa. Jake prit le stylo. Qu'est-ce qu'on fait? J'écrivis, on reste unis. On fait semblant. On ne lui donne rien à utiliser contre nous. On a scellé notre pacte dans la salle de bain, le seul endroit où je n'avais pas encore repéré de caméra. On a déchiré les feuilles et les a jetées dans les toilettes. Puis on s'est serré très fort. Le lendemain matin, tante Catherine nous servit des pancakes avec des sourires dessinés au sirop. Alors, vous avez bien dormi? Demanda-t-elle d'une voix dégoulinante de sollicitude. Pas de cauchemar? Des sentiments d'abandon? Je mâchais machinalement, notant comment elle accentuait certains mots. Des questions orientées pour obtenir des réponses bien spécifiques. Je me demande ce que pensent vraiment les gens qui croient qu'installer des caméras dans les salles de bain va les aider à obtenir la garde de leurs enfants. La manière dont ces adultes inventent sans cesse de nouveaux moyens de nous surveiller me rend curieuse. Qu'espèrent-ils accomplir, exactement? À l'école, la conseillère d'orientation est venue me chercher en cours d'anglais. Ta tante a appelé, dit-elle, son bloc-notes en main. Elle est inquiète de certaines pensées destructrices qu'elle a observées. Je restais impassible. Je vais bien. Elle dit que tu t'isoles, que tu montres des signes de colère. Chaque mot que je prononçais finirait quelque part dans un dossier. Je m'adapte, c'est tout. Pendant ce temps, Jake m'a envoyé un texto depuis la cafétéria. Son prof l'avait éloigné de ses amis après que tante Catherine a affirmé qu'il avait une influence négative sur les autres élèves. Quand je suis allé chercher Emma à la garderie, son éducatrice m'a prise à part. Nous avons commencé à documenter certains comportements préoccupants dans son jeu, dit-elle. Votre tante nous a demandé de tout noter en détail. Le filet se refermait autour de nous. Ce soir-là, la mère de ma meilleure amie a appelé tante Catherine. J'ai entendu son côté de la conversation depuis la cuisine. Oui. Je comprends vos inquiétudes. Non. Je ne savais pas pour son comportement agressif. Bien sûr, je m'assurais qu'ils ne passent plus de temps ensemble. Un lien de plus coupé. Le lendemain, on s'est retrouvés dans les toilettes de l'école, le seul endroit où on pouvait encore parler librement. Elle nous isole, dit Jake, comme maman et papa le faisaient. Empire, dis-je. Elle retourne tout le monde contre nous. Mon téléphone vibra. Un message de papa, comment ça se passe chez tante Catherine? Elle dit que tu t'intègres bien. Je fixais le message. Est-ce qu'il savait ce que son avocate avait mis en place, ou est-ce qu'il se faisait manipuler lui aussi? Ce soir-là au dîner, maman appela. Tante Catherine l'a mis sur haut-parleur. Mode performance activé. Les enfants semblent émotionnellement distants, dit-elle en nous observant. Ils ont du mal à s'ouvrir. J'entendis de la confusion dans la voix de maman. Ce n'est pas leur genre. Pour tester ma théorie, je dis, en fait, je me sens vraiment en sécurité ici. Le sourire de tante Catherine vacilla légèrement, trahissant une irritation passagère. Elle avait besoin que nous soyons troublés, pas heureux. À l'école, le copain de Jake, Marcus, dit que sa mère travaillait pour les services sociaux. Elle peut vous aider si quelque chose ne va pas, proposa-t-il, minuscule étincelle d'espoir. Emma, de son côté, avait commencé à dessiner à la garderie. Des maisons remplies d'yeux. Des caméras avec des croix dessus. Son éducatrice a conservé chaque dessin, inquiète. Demain, nous avons rendez-vous, annonça tante Catherine ce soir-là, avec une thérapeute spécialisée dans les enfants issus de divorces conflictuels. Mais lorsque nous sommes arrivés au cabinet, j'ai reconnu la femme qui nous accueillait. C'était l'assistante de l'avocat de papa, déguisée en thérapeute, tailleur et lunettes factices. Parlons de vos émotions, dit-elle, bloc-notes en main. Avez-vous des pensées violentes? Envie de vous faire du mal ou de blesser les autres? Nous avons donné des réponses parfaites, toutes pleines de paix et de gratitude. La frustration de la femme grandissait à chaque réponse, saine. Le masque de tante Catherine commençait à se fissurer. Elle avait besoin de résultats, et nous ne coopérions pas. La mise en scène devait s'intensifier, et je le savais. Parce que, tout comme nos parents, elle pensait que les batailles pour la garde étaient remportées par celui qui avait le plus de saleté à révéler. Sauf que cette fois, elle les fabriquait elle-même. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin pour trouver tante Catherine déjà dans ma chambre, fouillant dans mon sac à dos. Elle en a sorti une vieille fiche de mathématiques, l'a examinée attentivement. Ses doigts ont glissé sur la page, et je l'ai regardé, horrifié, ajouter des gribouillages violents dans les marges avec un stylo identique au mien. Elle a remis la feuille dans mon sac et est sortie sans remarquer que j'étais réveillé. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'ai compris sa nouvelle stratégie. Elle fabriquait des preuves. À l'école, mon prof de maths a trouvé la fiche pendant le cours. Les dessins grossiers de bonshommes allumettes qui se battaient ont tout de suite attiré son attention. J'ai compris le piège et j'ai rapidement affirmé que cela faisait partie d'un projet d'écriture créative que je préparais. Le professeur avait l'air incertain, mais a accepté mon explication. Pendant le déjeuner, Marcus m'a rejoint dans le couloir. Il m'a dit que sa mère avait examiné certains rapports concernant notre situation familiale. Elle lui avait confié en privé que l'histoire de tante Catherine ne tenait pas debout. La chronologie semblait suspecte à quelqu'un avec son expérience. Cet après-midi-là,
j'ai entendu un fracas dans le salon. Tante Catherine a crié que Jake lui avait lancé une lampe, mais Jake était dans la salle de bain quand c'est arrivé. Je l'avais vu y entrer quelques instants plus tôt. Les voisins ont accouru en entendant le vacarme, dont une vieille dame nommée Madame Finch, 2 maisons plus loin. Jake est sorti de la salle de bain, confus, et plusieurs voisins ont confirmé avoir entendu la chasse d'eau juste avant le bruit. L'histoire de tante Catherine s'est effondrée, mais elle a réussi à semer le doute sur le comportement soi-disant imprévisible de Jake. L'école a dû signaler ses préoccupations, car un agent de la protection de l'enfance est arrivé le lendemain, mais ce n'était pas la mère de Marcus. Cet agent semblait étrangement bien informé, avec des questions très précises qui correspondaient parfaitement au récit de tante Catherine. Nous avons compris qu'elle avait été formée à l'avance. Jake, Emma et moi avons commencé à tenir un journal secret à l'école. Le concierge, Monsieur Peterson, nous a remarqué en train d'écrire frénétiquement pendant le déjeuner et a proposé de le cacher dans son placard de matériel. Il a dit avoir des petits-enfants de notre âge et comprendre que les enfants avaient parfois besoin d'un endroit sûr. 3 jours plus tard, papa est arrivé à l'improviste. Tante Catherine a offert une performance parfaite, exprimant son inquiétude quant à nos difficultés d'adaptation, tandis que nous tentions désespérément de le prévenir du regard. Mais papa ne voyait quel est son spectacle. Il a dit, l'air détaché, que son avocat lui avait affirmé que nous nous adaptions bien à ce nouvel environnement. Mon estomac s'est noué. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait vraiment. Puis, la voiture de maman est entrée dans l'allée. Instantanément, mes parents se sont lancés dans une dispute à hurler sur la pelouse, s'accusant mutuellement de nous avoir traumatisés. Au milieu du chaos, nous avons appris qu'ils se poursuivaient désormais mutuellement en justice pour dommages et intérêts. Tante Catherine filmait tout avec son téléphone, peinant à dissimuler sa satisfaction. Une fois qu'ils sont partis, elle a complètement laissé tomber son masque. Debout dans l'allée, elle nous a regardés avec un regard froid et calculateur. Les faux-semblants étaient finis. Nous savions tous désormais ce qui se jouait. Marcus m'a rattrapé à l'école le lendemain. Sa mère enquêtait discrètement sur les finances de tante Catherine. Elle croulait sous les dettes, en retard sur son hypothèque, au bord de la faillite. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Ce n'était pas seulement pour aider l'avocat de papa. Elle avait désespérément besoin d'argent. Ce soir-là, tante Catherine a servi le dîner avec 2 heures de retard. Elle avait supprimé les collations toute la journée, nous rendant irritables et difficiles. Emma était de plus en plus bouleversée par la faim. Je pouvais voir le téléphone de tante Catherine posé, filmant nos réactions. Dans la salle de bain, j'ai aidé Emma à se faire vomir le peu de dîner qu'elle avait réussi à manger. Jake nous a rejoints, faisant semblant d'être malade lui aussi. Nous ne pouvions pas lui fournir des images de nous en train de faire les difficiles ou les ingrats. La frustration de tante Catherine devenait visible. Elle avait besoin de résultats, et nous ne les lui offrions pas. Son échéancier approchait clairement de la fin. Le lendemain matin, Monsieur Greg Peterson m'a glissé une note à l'école. Il observait notre situation et voulait nous aider. Il comprenait que quelque chose n'allait pas. Son offre nous a donné un espoir dont nous avions désespérément besoin. 2 jours plus tard, Jake a découvert l'ordinateur portable de tante Catherine ouvert sur son bureau pendant qu'elle prenait sa douche. L'écran affichait des emails avec l'avocat de papa, discutant de calendrier de paiement, de montants précis pour différents types de séquences. Nous avons rapidement pris des photos avec mon téléphone. Je me souvenais encore du numéro de papa d'avant que tout ne commence. En utilisant l'ordinateur du labo de l'école, j'ai créé une nouvelle adresse email et lui ai envoyé les captures d'écran. Des preuves de ce qui se passait réellement. Ce soir-là, tante Catherine a découvert nos appareils électroniques lors d'une fouille de nos chambres. Elle a tout confisqué, affirmant que nous avions développé une dépendance à Internet qui interférait avec notre processus de guérison. Les voisins qui ont assisté à la scène ont approuvé, admiratifs de son sens des responsabilités parentales. La maîtresse de la garderie d'Emma a appelé le lendemain, inquiète de sa régression. Emma avait cessé de parler pendant les activités et se renfermait face aux autres enfants. Tante Catherine a élaboré un récit magistral sur le traumatisme causé par le divorce de nos parents, se présentant comme la tutrice stable qui tentait de nous aider à guérir. Désespérés, nous avons utilisé les ordinateurs de la bibliothèque municipale pour envoyer un email directement à la mère de Marcus. Nous avons tout déballé, les caméras, les incidents mis en scène, les emails de paiement, mais tante Catherine devait nous surveiller d'une manière ou d'une autre. Elle a appelé la bibliothèque en prétendant que ses enfants fugueurs pourraient s'y trouver. La bibliothécaire a confirmé notre présence à contre-cœur. Ce soir-là, l'avocat de papa est venu. Par la bouche d'aération du chauffage, nous l'avons entendu dire à tante Catherine qu'elle devait accélérer le calendrier. Les paiements dépendaient des résultats, et la patience s'épuisait. Le lendemain matin, maman est arrivée ivre et hystérique. Elle a hurlé au sujet des emails, exigeant de savoir ce que tante Catherine avait fait. Cette dernière a calmement appelé la police, affirmant craindre pour notre sécurité. Maman a été arrêtée pour ivresse publique et trouble à l'ordre. En regardant la voiture de police s'éloigner avec maman à bord, nous avons compris que le système continuait de nous laisser tomber, comme avant. Monsieur Peterson est venu me parler pendant le déjeuner le lendemain.
Il a proposé de nous laisser utiliser son téléphone pour appeler directement la mère de Marcus. Dans son petit placard de concierge, entouré de produits de nettoyage, j'ai enfin parlé à quelqu'un qui pouvait vraiment nous aider. La mère de Marcus a écouté attentivement, mais a prévenu que les démarches officielles prenaient du temps. Elle nous a conseillé de tout documenter. Le système avançait lentement, surtout quand le tuteur semblait stable et attentionné aux yeux du monde. 2 jours plus tard, tante Catherine annonça que nous allions changer d'école. Elle appelait ça un nouveau départ, mais nous savions ce que cela signifiait réellement. Elle voulait couper tous nos liens, nous isoler de toute personne susceptible de nous venir en aide. Notre dernier jour à l'école fut déroutant pour tout le monde. Les amis ne comprenaient pas pourquoi nous partions si soudainement. Les professeurs, qui commençaient à peine à nous connaître, nous souhaitaient bonne chance sans connaître la véritable raison de notre départ. Monsieur Peterson nous retrouva une dernière fois. Il glissa un petit téléphone à clapet dans ma main, expliquant que son petit-fils avait vécu une situation similaire. Monsieur Peterson venait de devenir le héros inattendu de cette histoire tordue. Rien ne dit, je te crois, comme filer un téléphone secret à des enfants dans un couloir rempli de seaux à serpillière et de produits de nettoyage. Il avait appris l'importance de documenter les faits et de maintenir une communication extérieure. Ce téléphone était notre bouée de sauvetage. Notre nouvelle école avait été soigneusement choisie. Aucun Marcus avec une mère à la DAS. Aucun concierge bienveillant pour proposer de l'aide. Aucune amitié préexistante. Une véritable coupure. Exactement ce que tante Catherine avait prévu. Nous communiquions à travers des petits mots cachés dans nos sacs à dos, planifiant notre résistance avec précaution. Il y avait aussi des caméras dans cette maison, mais nous apprenions à les contourner. 3 jours après notre arrivée dans la nouvelle école, tante Catherine mit en scène sa performance la plus cruelle. Elle refusa à Emma l'accès aux toilettes pendant les devoirs, prétextant qu'elle devait apprendre à mieux gérer son temps. Emma se retint autant qu'elle put, puis finit par craquer, en larmes, suppliant. Tante Catherine filma toute la crise, en prenant soin de couper ses propres provocations au montage. Madame Finch, qui jardinait de l'autre côté de la clôture, assista à la scène. Je la vis regarder par la fenêtre pendant que tante Catherine souriait, satisfaite, alors qu'Emma sanglotait. L'expression sur le visage de Madame Finch me redonna espoir. Papa vint nous rendre visite ce week-end-là. Tante Catherine lui montra les extraits soigneusement montés des prétendus problèmes de comportement d'Emma. Papa les regarda avec inquiétude, sans soupçonner la manipulation derrière chaque image. Nous restâmes silencieux, sachant que toute protestation serait retournée contre nous comme preuve supplémentaire. Grâce au téléphone donné par Monsieur Peterson, nous réussîmes à enregistrer tante Catherine en train de parler à Madame Finch, par-dessus la clôture, le lendemain. Elle y évoquait sans détour leur arrangement, convaincue que Madame Finch comprendrait l'intérêt de documenter ses enfants perturbés. Madame Finch joua le jeu, posant juste assez de questions pour obtenir plus de détails. L'enregistrement captait tout. Lors d'une fouille surprise, tante Catherine découvrit le téléphone caché dans le matelas de Jake. Mais nous avions déjà confié l'enregistrement à Madame Finch, qui l'avait sauvegardé sur un cloud via son propre ordinateur. La punition fut immédiate et sévère. Pas de repas tant que nous n'aurions pas admis être violents et menti à son sujet. Elle nous enferma dans nos chambres, prétendant que l'isolement nous aiderait à réfléchir à notre comportement. Jake, qui avait appris à crocheter les serrures grâce à des vidéos YouTube avant que nos appareils soient confisqués, mit son savoir en pratique. Cette nuit-là, il nous libéra. Affamé, il brisa la fenêtre de sa chambre avec un livre et appela discrètement Madame Finch. Elle apparut près de la clôture avec des sandwichs et de l'eau, qu'elle nous tendit par la fenêtre cassée. Tandis que nous mangions avec désespoir, elle nous révéla qu'elle enregistrait aussi tante Catherine. Sa caméra de sonnette avait capté des semaines de preuves, y compris les sourires cruels de tante Catherine et ses mises en scène. Le lendemain matin apporta un espoir inattendu. Papa avait montré les captures d'écran à maman lors d'une réunion avec leurs avocats. Pour la première fois depuis leur divorce, ils travaillaient ensemble. Maman contacta la mère de Marcus et un plan commença à prendre forme. L'avocat de papa arriva ce soir-là pour ce qu'il appela « la dernière tentative ». Debout dans l'allée, il dit à tante Catherine qu'elle avait 48 heures pour fournir des preuves claires de troubles du comportement. Sinon, l'accord tomberait à l'eau. L'angoisse de tante Catherine atteignit un nouveau sommet. Elle nous enferma dans nos chambres indéfiniment, glissant à peine de quoi survivre sous les portes. Elle déclara que nous resterions enfermés jusqu'à ce que nous cédions. Mais les talents de Jake en crochetage furent une fois de plus notre salut. Nous nous échappâmes cette nuit-là et nous retrouvâmes tous dans la chambre d'Emma. Serrés ensemble sur son lit, nous prîmes une décision. Le lendemain, nous forcerions tante Catherine à se dévoiler en public. Le plan était simple, mais risqué. Nous créerions une scène dans un lieu public, sous les caméras et les regards, afin que tout le monde voie son vrai visage. Il était temps de retourner ces méthodes contre elle. Le matin venu, tante Catherine nous trouva dociles, prêts pour une sortie en famille. Elle était méfiante, mais elle avait trop besoin de cette victoire pour remettre en question notre soudain changement d'attitude. Nous avions réussi à envoyer un dernier texto à Marcus, lui demandant que sa mère vienne faire ses courses ce matin-là.
Tout était en place. Dans le supermarché, entouré de clients et de caméras de surveillance, Emma exécuta le plan à la perfection. D'une voix forte et claire, elle demanda à tante Catherine pourquoi elle avait menti en disant qu'on l'avait poussée. L'accusation résonna dans le rayon fruits et légumes. Les clients se retournèrent. Le masque de tante Catherine tomba à l'espace d'un instant, puis elle attrapa violemment le bras d'Emma, tentant de la traîner vers la sortie. Plusieurs clients s'interposèrent immédiatement. La sécurité du magasin arriva en quelques instants. Toute la scène fut capturée par les caméras de surveillance sous plusieurs angles. Dans le bureau de sécurité, en visionnant les images, la brutalité de tante Catherine était indéniable. Ses tentatives paniquées pour s'expliquer furent contredites par la peur visible d'Emma et les bleus déjà visibles sur son bras. La mère de Marcus arriva dans son rôle officiel d'agente des services sociaux. Tante Catherine ne pouvait refuser une évaluation sans paraître coupable. La situation lui échappait complètement. Puis Madame Finch entra dans le magasin, téléphone en main. Elle avait reçu notre message d'urgence et était venue avec les images de sa caméra. Le visage de tante Catherine devint livide en la reconnaissant. Le parking devint un véritable cirque, rempli de voitures qui arrivaient les unes après les autres. La voiture de maman se gara en trombe, suivie de près par le camion de papa. Avertis par la mère de Marcus, ils avaient accouru. Pour la première fois depuis des années, nos parents virent le vrai visage de tante Catherine, alors que sa belle façade s'écroulait. Elle alternait entre des explications sucrées et des accusations venimeuses, changeant de ton à une vitesse folle pour essayer de sauver les apparences. Papa sortit son téléphone et appela son avocat, le licenciant sur le champ. Les menaces de l'avocat de diffuser des images tombèrent dans l'indifférence. Papa lui répondit simplement de faire ce qu'il voulait. Tante Catherine tenta une dernière manœuvre désespérée, exigeant que nous rentrions immédiatement avec elle. L'idée de retourner dans cette maison remplie de caméras et de manipulations fut trop pour Emma. Elle se fit pipi dessus, là, sur le parking, son corps cédant sous le stress. La réaction dégoûtée de tante Catherine fut filmée par plusieurs personnes, leur téléphone déjà sorti. Ces insultes, disant qu'Emma était « dégueulasse » et « pathétique », furent enregistrées sous plusieurs angles. Lorsque la police arriva, tante Catherine accusa tout le monde de complot. Elle sonnait exactement comme nos parents au pire moment, persuadés que le monde entier était contre elle. L'ironie n'échappa à personne. Debout près de la voiture de police, je me retrouvais face à un choix. Les preuves enregistrées et sauvegardées par Madame Finch pouvaient tout arrêter immédiatement, ou je pouvais rester silencieux et espérer que le système fonctionne, cette fois. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement de la confession de tante Catherine à Madame Finch. Ses propres mots, admettant les paiements et les incidents mis en scène, résonnaient sur le parking. Tante Catherine s'est mise à hurler que l'enregistrement avait été trafiqué, mais Madame Finch a calmement montré son propre téléphone à la police, avec le fichier vidéo original. Le horodatage prouvait son authenticité, l'enregistrement avait été fait la veille, juste au-dessus de leur clôture commune. L'avocat de papa est arrivé en pleine cohue, sa voiture luxueuse freinant brusquement dans un crissement de pneus. Il a traversé la foule des curieux, essayant de revendiquer la propriété de tous les enregistrements que nous avions faits. Son visage est devenu rouge de colère en exigeant que les téléphones soient confisqués comme pièces à conviction. Puis il a commis une erreur fatale. Dans sa panique, il a révélé que tante Catherine allait recevoir notre maison d'enfance en échange des enregistrements. La maison pour laquelle maman et papa s'étaient battus pendant des années, maintenant promise à leur sœur contre des preuves fabriquées. Une femme s'est avancée hors de la foule. Je l'ai reconnue, elle travaillait avec maman à la banque. Elle a levé son propre téléphone, expliquant qu'elle avait enregistré les menaces de l'avocat lorsqu'il était venu voir maman à son travail. Elle avait un enregistrement audio de lui promettant de détruire la carrière de maman si elle ne se pliait pas à l'accord de garde. La mère de Marcus nous a fait monter dans son véhicule de la protection de l'enfance pendant que la police tentait de ramener de l'ordre dans le chaos. Dans la voiture, elle nous a posé la question la plus difficile jusqu'ici, souhaitions-nous pardonner à nos parents et travailler à une réunification, ou entrer dans le système de placement familial? Jake m'a pris la main. Emma s'est blottie contre mon épaule. Nous avions survécu aux caméras de nos parents, puis à la manipulation de tante Catherine, mais nous étions épuisés. Fatigués de jouer un rôle. Fatigués d'être des preuves. Fatigués d'être utilisés comme des armes par des adultes. J'ai regardé nos parents à travers la vitre de la voiture. Maman pleurait, pour la première fois de ma mémoire, de vraies larmes. Papa se tenait à l'écart, mais continuait de jeter des regards inquiets vers elle. Ils semblaient plus petits, comme si toute leur combativité les avait quittés. J'ai pris la décision pour nous trois. Nous allions essayer le pardon, mais à certaines conditions. Plus jamais de caméra, nulle part. Une vraie thérapie, pas des simulacres. Et s'ils retombaient dans leurs anciennes habitudes, nous partirions pour de bon. La mère de Marcus a transmis nos conditions. Nos deux parents ont accepté immédiatement. Leur soulagement était visible. Ils commenceraient des séances de thérapie supervisées, avec une réunification progressive. Le tribunal surveillerait tout. Tante Catherine continuait de délirer pendant que la police la faisait monter dans leur véhicule. Elle clamait que tout le monde mentait, qu'elle essayait de nous aider,
que nous étions des enfants perturbés qui avaient besoin de discipline. Même alors que la porte se refermait, elle maintenait son innocence. L'avocat de papa l'a abandonné sans la moindre hésitation. Il s'est éloigné de la scène, déjà au téléphone, sans doute en train de préparer sa prochaine combine. Les appels désespérés de tante Catherine derrière lui restèrent sans réponse. Madame Finch nous a proposé de rester chez elle temporairement pendant que la procédure légale suivait son cours. Cette première nuit dans sa petite chambre d'amis, nous avons enfin dormi sans jouer un rôle. Aucune caméra ne nous observait. Personne n'analysait nos rêves. Nous étions juste là. Emma n'a pas mouillé son lit cette nuit-là. C'était la première nuit sèche depuis des mois. Quand elle s'est réveillée et qu'elle s'en est rendue compte, elle a pleuré de soulagement. Au petit déjeuner, Jake a enfin avoué quelque chose qu'il gardait pour lui. Il savait pour tante Catherine depuis le début. Jake savait depuis le début? Ça change toute ma vision de cette histoire. Pourquoi était-il resté silencieux alors qu'Emma subissait ses fausses crises et humiliations à répétition? Il avait entendu tante Catherine au téléphone dès le premier jour, mais il avait eu trop peur pour nous le dire. Il pensait avoir mal compris. Peut-être qu'elle essayait vraiment d'aider. La culpabilité le rongeait. Nous l'avons serré très fort dans nos bras. Nous comprenions parfaitement. On nous avait tous entraînés à douter de nos propres perceptions, à remettre en question ce qu'on voyait ou entendait. Ce n'était pas sa faute. Les séances de thérapie familiale ont commencé la semaine suivante. La thérapeute a fait signer un contrat à nos parents avant même la première séance. La confidentialité était non négociable. Aucune caméra, aucun enregistrement, aucun document autre que les notes cliniques standards. Toute violation mettrait fin immédiatement au processus de réunification. La première séance a été maladroite. Maman et papa étaient assis chacun à un bout du canapé, incapables de se regarder ou de nous regarder. Mais pour la première fois depuis leur divorce, ils ne se disputaient pas. Ils étaient tous deux concentrés sur une chose, comprendre comment leur guerre nous avait fait autant de mal. La thérapeute ne les a pas ménagés. Elle les a forcés à affronter la vérité, leur besoin de gagner les avait conduits à nous utiliser comme preuve. Leur surveillance constante avait généré de l'anxiété, des traumatismes. Ils avaient privilégié la garde au lieu de la parentalité. Emma dessinait pendant les séances. Pas des caméras, cette fois. Mais des maisons avec des fenêtres normales, des familles qui dînaient sans téléphone, des enfants qui jouaient sans être observés. La thérapeute a dit que c'était un bon signe. Jake a commencé à parler davantage pendant les séances. Il a expliqué qu'il avait appris à crocheter les serrures parce qu'il avait besoin d'un endroit où il ne serait pas observé. Il s'était fabriqué ce minuscule angle mort derrière sa commode, juste pour avoir un espace où il pouvait exister sans performance. Maman a pleuré en entendant ça. Moi aussi, j'ai fini par retrouver ma voix. Je leur ai parlé de la peinture en bombe, de mes fantasmes de destruction des caméras, de ce que j'aurais préféré être placé en famille d'accueil plutôt que de vivre comme une preuve. Leur guerre m'avait fait me sentir comme si je n'étais pas une vraie personne, juste un pion dans leur jeu. Les progrès ont été lents. Il y a eu des rechutes. Maman a fait une erreur une fois, elle a essayé d'enregistrer une conversation avec papa au sujet du planning. La thérapeute s'en est rendue compte immédiatement, et maman a dû recommencer à zéro son parcours de thérapie individuelle. Papa s'est braqué pendant une séance et a quitté la pièce, mais il est revenu la semaine suivante et s'est excusé. Madame Finch est devenue comme la grand-mère que nous n'avions jamais eue. Elle a appris à Emma à jardiner, montré à Jake comment réparer des choses dans la maison, et m'a écouté quand j'avais besoin de parler. Elle ne poussait jamais, ne posait jamais trop de questions, elle offrait simplement un soutien constant. 3 mois après le début de la thérapie, nous avons une autre première visite non supervisée avec maman. Elle avait déménagé dans un plus petit appartement, après avoir vendu la maison remplie de caméras. Les murs étaient nus, sauf quelques anciens dessins d'Emma. Aucun appareil électronique, hormis les nécessités de base. Elle faisait des efforts. La visite a été maladroite au début. Nous ne savions pas comment nous comporter sans caméra. Maman essayait encore de documenter certains moments avec son téléphone, avant de se reprendre. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais à la fin de la journée, on avait réussi à simplement exister ensemble. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. La visite de papa a commencé la semaine suivante. Lui aussi avait emménagé dans un logement plus modeste, une petite maison de ville. Il avait retiré tout le matériel de surveillance, même ses appareils domotiques. Il a dit qu'il ne se faisait pas confiance avec la tentation. Le procès de tante Catherine a avancé sans que nous ayons besoin de témoigner. Les preuves étaient accablantes. Entre les enregistrements, les emails et plusieurs témoignages, son avocat lui a conseillé de plaider coupable. Elle a écopé de la probation et d'un suivi psychologique obligatoire pour fraude et mise en danger d'enfants. On a appris plus tard qu'elle avait quitté l'État pour aller vivre chez des parents éloignés. Papa a mentionné qu'elle lui avait envoyé une lettre le tenant pour responsable de la ruine de sa vie, mais il l'a jetée sans la lire en entier. Certaines personnes n'apprennent jamais. L'avocat du divorce a également dû faire face à ses propres conséquences. L'ordre des avocats a lancé une enquête après que les collègues de maman ont transmis les enregistrements. Il a perdu sa licence d'exercice.
Papa a dit qu'il se sentait plus soulagé que vengé. La guerre était enfin terminée. 6 mois après ce jour à l'épicerie, nous sommes retournés vivre chez maman à plein temps. Papa avait droit à des visites un week-end sur 2 et les mercredis soirs. Le planning était flexible, basé sur nos besoins plutôt que sur ce qui ferait bien devant un juge. Notre nouvelle normalité n'était pas parfaite. Emma faisait encore pipi au lit lors des périodes de stress. Jake préférait toujours les pièces avec plusieurs sorties. Et moi, j'étais toujours angoissé quand j'entendais le bruit d'un téléphone en train d'enregistrer. Mais nous guérissions. Maman et papa ont appris à coparentaliser sans compétition. Ils communiquaient via une application approuvée par le tribunal qui empêchait les enregistrements. Ils suivaient des séances de thérapie parallèles pour travailler sur leurs propres problèmes. Ils arrivaient même à s'asseoir ensemble lors des événements scolaires sans se disputer. Madame Finch venait dîner tous les dimanches. Elle était devenue une vraie membre de la famille. C'est elle qui nous avait cru, qui avait rassemblé les preuves non pas pour gagner, mais pour protéger. Elle nous avait montré ce que les adultes pouvaient être lorsqu'ils mettaient les enfants en premier. La maison avait un autre visage sans les caméras. On pouvait pleurer sans être puni. On pouvait avoir de mauvaises journées sans que cela ne devienne une preuve. On pouvait être de vraies personnes, au lieu de jouer un rôle. La confiance s'est reconstruite lentement, mais sincèrement. Il y avait encore des jours difficiles, encore des moments où les anciennes peurs revenaient, mais nous les affrontions ensemble, comme une famille qui avait survécu au pire et choisi de guérir. Ce soir-là, dans le salon de maman, j'ai regardé mes frères et sœurs faire leurs devoirs sans surveillance, maman lire sans rien enregistrer. La seule photo dans la pièce était celle que Madame Finch avait prise chez elle. Nous trois, blottis ensemble sur le lit d'Emma le soir où nous avions décidé de nous battre. Elle nous rappelait que nous avions survécu à ce qui devait nous briser. Ensemble, nous avions révélé la vérité et repris le contrôle de nos vies. Les caméras avaient disparu, mais notre lien, lui, était resté. C'était la seule preuve qui comptait. Merci d'être resté jusqu'au bout pendant que je déversais mon sarcasme. J'espère que ça vous a plu.